bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo du Cercle Jean Mermoz où nous avons l'immense honneur de recevoir Baptiste Rapin. Baptiste Rapin, bonjour. Bonjour. Donc, Baptiste Rapin, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine, directeur de des collections des Carrefours de Lettres chez Ovadia, d'ailleurs l'éditeur qui publie vos ouvrages. Comme œuvre principale, on peut citer les 2 tomes de la théologie de l'organisation, parus en 2014 et en 2019. 18. Tu es déjà mort, leçon dogmatique de Ken le Survivant, paru chez Ovadia également, qui est un livre sur l'entrelacement entre les mangas, le management et l'Occident. Ensuite, il y a eu Au régal du management, le banquet des simulacres, paru chez Ovadia en 2017. Et le dernier paru, qui est Abécédaire de la déconstruction, chez Ovadia, où vous réexplorez les auteurs déconstructionnistes, qui est un livre très court, mais très, très bon. Alors, comme dans toute présentation de penseurs, on se doit de vous demander quelles sont vos différentes influences philosophiques. À travers vos ouvrages, on voit qu'il y a Pierre Legendre, Jean-François Mattei, auquel vous avez consacré un ouvrage, mais justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement de votre pensée? Oui, alors, curieusement, mes premières lectures, quand j'étais étudiant en école de commerce, m'ont conduit à découvrir le courant de la tradition, avec un T majuscule, qui est une perspective que depuis j'ai laissée de côté. Et donc, je suis rentré dans la sphère des idées en lisant Evola et Guénon. Par la suite, m'inscrivant donc en philosophie, j'ai eu très tôt un cours sur Heidegger qui m'a marqué, donné par Marlène Zarader, cours qui portait sur Sein und Zeit, et notamment la thématique, ou l'existentielle plutôt, de l'angoisse. Donc Heidegger est resté un fil directeur que j'ai pu approfondir 2 ans après en suivant les séminaires de Jean-François Mattei, que vous avez cité, à l'université de Nice, mais cette fois-ci sur le volet de l'histoire de l'être et du rapport de la pensée méditante à la pensée calculante. Et c'est vrai que l'interprétation qu'en donne Jean-François Mattei m'a profondément marqué, puisque sa thèse consiste à dire et à démontrer, en tout cas à donner un certain nombre d'éléments assez convaincants en ce sens, que Heidegger est beaucoup plus fidèle à Platon qu'il ne le laisse entendre, et que la structure de la philosophie, qui prend la forme ce que Heidegger appelle le Geviert, c'est-à-dire la communauté des hommes, des dieux, de la terre et du ciel, est déjà présente chez Platon, mais en plus est un motif qui traverse toute l'histoire de la philosophie, de Pythagore à Heidegger, en passant par Nietzsche, entre autres. Donc à côté de cette filiation que je dirais grecque, donc Platon, mais également Aristote et de plus en plus le néoplatonisme, et qui court donc jusqu'à Heidegger, en tout cas avec une certaine interprétation de la pensée de Heidegger. Donc à côté de cette filiation, il y a évidemment un intérêt pour l'anthropologie, et notamment celle de Pierre Legendre. Pourquoi? Parce que la philosophie, me semble-t-il, s'est prioritairement attachée ou attaquée à la question du monde, du cosmos, de l'être. Et quand elle a abordé les questions de philosophie politique ou éthique, elle a oublié, me semble-t-il, le fil directeur, ce qui devrait être l'objet de ces disciplines, à savoir la question de la généalogie, de l'enchaînement des générations. C'est-à-dire à se focaliser sur les régimes, les meilleurs régimes, sur le juste, alors qui sont des réflexions évidemment incontournables, mais elle en a oublié le fait qu'il existe des montages anthropologiques qui permettent à des générations de s'enchaîner. Et c'est précisément ce que je vais chercher chez Pierre Legendre. Alors peut-être en n'étant pas tout à fait fidèle à la pensée de Pierre Legendre, ça, je ne le sais pas. Et donc, j'essaie de danser sur ces 2 pieds
Le premier pied qui est donc la métaphysique grecque, que j'essaie, comment dire, d'appliquer dans ma critique de la société industrielle. C'est à partir de là que j'envisage les temps contemporains. Et de l'autre, le registre de ce que Pierre Legendre appelle le principe généalogique, c'est-à-dire des structures symboliques, institutionnelles, nécessaires à l'enchaînement des générations. Structure évidemment remise en cause aujourd'hui, on y reviendra certainement, par la société industrielle et le management. Avec comme point de convergence entre ces deux pieds qui dansent ensemble la question du nihilisme, hein, qu'on trouvera aussi bien chez Heidegger, chez Nietzsche, Heidegger, que chez Pierre Legendre. Voilà, alors très rapidement, après des sources d'influence, il y en a de multiples. Évidemment, je suis un grand lecteur de tous les critiques de la technologie. J'ai été dans ma jeunesse fortement, très très fortement marqué par Baudrillard. Je le reste encore. Je crois que c'est l'un des penseurs qui a le mieux cerné ce qu'il appelle lui-même la métaphysique du code, hein, qui n'est autre Cybernétique. qui n'est autre que la cybernétique, évidemment. Je suis toujours fasciné par les anticipations de Günther Anders, son sens de la métaphore absolument percutant. Illich, Ellul, Charbonneau, etc., etc. Voilà, grosso modo, on va dire, somme d'influence. Et sur les deux jambes auxquelles vous faisiez référence, bah, c'est vos deux premiers ouvrages. Le premier est basé sur Pierre Legendre avec l'institution, et le deuxième, vous êtes à, je crois que le deuxième publié, c'est Heidegger et la question du management, et donc vous revenez à... Alors Oui, c'est vrai. justement, parce que ce qu'il faut signaler à nos auditeurs, c'est que vous avez, pour moi ça a été unique, mais je n'ai pas tout lu encore une fois, mais vous avez une approche absolument inédite enfin, pour beaucoup de lecteurs, de la société contemporaine. Vous dites, enfin, dans le premier ouvrage, Au fondement du management, que l'être contemporain est un être jeté dans les organisations, qu'il est environné par elles, et qu'en fait l'organisation est un peu le topos du monde contemporain, ce qu'on entend rarement, enfin ce qu'on n'entend même jamais. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une organisation et la différence que vous faites aussi dans le premier chapitre entre une organisation et une institution? Oui, alors avant cela, j'apporte quelques précisions. C'est que bien des sociologues ont pu déjà écrire, de longue date d'ailleurs, quand on pense à Max Weber qui présente par exemple, la bureaucratie dans l'économie et société, et que le sociologue affirme que c'est un modèle d'organisation qui se répand non seulement à l'État, mais également aux entreprises, aux hôpitaux, aux associations. Donc, vous voyez, toute la sociologie, depuis longtemps, en tout cas une grande partie d'entre elles, a bien conscience que s'opère avec la société industrielle une bascule vers le monde de l'entreprise et des organisations, et que nos vies sont entièrement régies par elle. Henri Mintzberg, qui est un professeur éminent de HEC Montréal, donc en management, lui-même a écrit que nos vies de la maternité jusqu'au cimetière sont encadrées par les organisations. Donc le constat avait déjà été fait, et je ne cite là que quelques exemples. En revanche, il n'avait jamais été, me semble-t-il, intégré une perspective à proprement parler métaphysique. Parce que quand je parle d'existential, de topos, on retrouve tout le vocabulaire heideggerien, qui était encore certainement plus prononcé à l'époque, en 2014, qu'aujourd'hui. Mais donc, il faut bien voir dans l'organisation, dans l'être jeté dans les organisations, une sorte de nouvelle condition humaine à laquelle on n'échappe pas. Une simple expérience de pensée permet de s'en rendre compte, c'est que on pouvait, encore il y a un siècle, naître et mourir à domicile, chose qui aujourd'hui paraît presque invraisemblable, sauf accident, dans tous les sens d'ailleurs du terme, philosophique et non philosophique. Si bien que notre vie est effectivement encadrée du début à la fin par ce régime organisationnel dans lequel se déploie précisément ce qu'on appelle au sens strict du terme management. Alors ça pose effectivement un premier problème qui est celui du rapport de ce modèle organisationnel à l'institution. Alors là, je vais faire un deuxième détour pour comprendre l'enjeu de cette dichotomie que je pose
entre organisation et institution. Et faire appel notamment à la pensée de Pierre Legendre, mais pas que lui, on pourrait citer également Maurice Horiou, du côté des théoriciens du droit de la première partie du XXe siècle, qui fut un grand auteur institutionnaliste, qui est repris aujourd'hui notamment par le philosophe Pierre Quay, philosophe très important également aujourd'hui. Les sociétés, pour ne pas tomber dans ce que Durkheim nommait l'anomie, c'est-à-dire l'absence de normes, doivent encadrer les comportements humains, ou je dirais même les pulsions. Ces comportements, je trouve ça un peu trop behavioriste. Faute de quoi, ce serait, comme Hobbes le disait, la guerre de tous contre tous, et donc aucune société ne pourrait s'inscrire dans le temps. Donc il faut qu'il y ait cette mise à l'équerre, l'étymologie de norme, norma, c'est l'équerre. Il faut qu'il y ait cette mise à l'équerre des désirs humains pour que la vie soit socialement possible et que les générations puissent s'enchaîner. Or, c'est précisément le rôle des institutions, quelle que soit leur forme et dans toutes les sociétés, que de canaliser ces désirs pour qu'ils soient socialement constructifs, socialement désirables. Chez nous, en Occident, l'institution dominante, c'est celle qui est portée par le droit. Donc le droit, c'est d'abord un instrument de canalisation des pulsions. Bon. Donc il n'y a pas de société, selon moi, et selon beaucoup d'anthropologues, sans institutionnalité, quelle que soit la forme des institutions. Et cette verticalité à laquelle je faisais référence, cette mise à l'équerre, se marque notamment dans la racine indo-européenne du mot institution. On retrouve st, qu'on trouve dans to stand, être debout, ou stehen en allemand, dans estre, qui donne être en français, et qu'on a dans instituteur, constitution, stabilité, etc. Station, hypostase, stase. Au contraire, l'organisation, elle, se déploie sur un seul plan horizontal. Son seul objectif, sa seule finalité, c'est la fonctionnalité. Donc en fait, cette dichotomie entre l'institution et l'organisation, c'est une dichotomie entre horizontalité et verticalité, ou entre fonctionnalité et normativité. Or, que se passe-t-il quand le modèle de l'organisation, qu'il faudra décrire plus en détail après, quand ce modèle se généralise, et notamment quand il pénètre les institutions? Concrètement, que se passe-t-il quand on met en place des pratiques de management dans les ministères, dans les universités, dans les hôpitaux, etc. Donc, quand on introduit la logique organisationnelle dans le monde institutionnel, eh bien, il se produit un phénomène de désinstitutionnalisation qui vire à la destitution. Donc, parce que le management ne vise qu'à activer des processus, alors si je le disais dans la langue managériale, à implémenter des process visant donc à la performance, eh bien, tout frein est un obstacle à la performance qui est largement en fonction du temps, des délais. On sait bien que dans l'activité totale, le zéro délai est un élément important. Or, tout le monde symbolique, vertical de l'institution, constitue précisément un obstacle parce que c'est un intermédiaire qui régule les relations humaines. Donc, il s'agit, pour le management, de court-circuiter ce circuit long de l'institution, le court-circuit du circuit long de l'institution, et de promouvoir des relations sous la forme d'interactions directes et non plus de relations médiatisées, par exemple par les syndicats. Les syndicats sont évidemment les grands absents de la littérature managériale, mais également l'État, etc., qui seront d'ailleurs après réabsorbés dans la théorie du management sous l'appellation de parties prenantes, c'est-à-dire comme simples paramètres de l'environnement. Donc on assiste avec, je reviens à l'idée initiale, avec la floraison du management dans les institutions, qu'on appelle encore New Public Management, nouveau management public, à un travail de sape qui érode l'institutionnalité des sociétés occidentales, c'est-à-dire le droit. Le droit. Et on le voit très concrètement, le fait qu'on recourt de moins en moins à la loi, c'est-à-dire à la souveraineté comme outil de régulation des comportements, mais de plus en plus à l'arbitrage, et de plus en plus aux accords de branche ou aux conventions, etc. Donc il y a un phénomène
si vous voulez, non pas de décentralisation, mais de démédiation du droit qui, en fait, se managérialise, tout simplement. Donc c'est assez vertigineux quand on le prend à l'échelle de la civilisation, parce qu'on voit toutes nos institutions, en tout cas toutes les institutions qui paraissent liées à la République, donc l'État évidemment, avec ses fonctions régaliennes, l'éducation avec l'université, l'école, les hôpitaux, etc. On voit tout cela se détricoter devant nos yeux. Et la raison principale en est pour moi, outre évidemment des raisons budgétaires, conjoncturelles, mais c'est ce mouvement de fond lié à la société industrielle qui, en voulant que tout soit efficace, ruine l'architecture symbolique des civilisations. Et donc là, en disant ça, je place tout de suite le management à un niveau anthropologique et métaphysique par lequel on n'a pas l'habitude de le prendre. Parce que souvent, quand on étudie le management, on le regarde de l'intérieur des organisations, hein, et puis on va étudier la mise en place d'un outil, comment est-ce que les gens se l'approprient, on va étudier l'implication ou les dispositifs de contrôle de gestion, etc. Mais rarement, on le prend à une échelle civilisationnelle pour en mesurer l'impact, je dirais nihiliste, hein, pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Et bien justement, ces organisations, enfin, là vous avez déjà vous avez fait le lien entre management et organisation. Justement, parce que ça, votre œuvre est très réticulaire en ce sens, c'est-à-dire que les termes, il y a des termes qui reviennent très souvent, management, organisation, cybernétique. Est-ce que justement vous pourriez replacer un petit peu les différentes intrications entre ces termes? Oui. Alors j'ai envie de dire, au début était la révolution industrielle. Je crois que c'est de plus en plus clair pour moi maintenant au fur et à mesure que je chemine. Alors vous avez raison, j'explore toujours certainement une intuition initiale qui se trouve déjà développée en 2014, mais je crois que tout ce que je fais ensuite, c'est de tirer le fil de cette pelote. Et au fur et à mesure que je tire, il me semble que l'essentiel se joue vraiment au début du XIXe siècle, en tout cas pour la France, avec la révolution industrielle et la promotion d'une idéologie, d'un imaginaire associé à cette révolution industrielle. Beaucoup d'auteurs, je pense à Raymond Aron, Olivier Rey, Jean Vulac, etc., s'accordent pour dire qu'on a là un événement anthropologique, une révolution anthropologique, dont l'ampleur est similaire à celle de la révolution néolithique. C'est-à-dire au moment où les peuples nomades qui vivaient de chasse, de cueillette, de pêche, se sont provisoirement fixés, attachés à une terre et ont développé l'agriculture, construit des villes, inventé l'écriture, l'État, la comptabilité. Et nous avons vécu pendant 10 millénaires un peu sur ce qui s'est mis en place à ce moment-là. Eh bien, la société industrielle ou la révolution industrielle tire un trait sur la période néolithique qui s'achève pour moi avec l'État-nation. C'est-à-dire que je crois que l'État-nation s'achève à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Donc à partir de ce moment-là, s'enclenche un mouvement de désinstitutionnalisation des États. Comme disait déjà Saint-Simon à l'époque, la principale compétence d'un homme politique, c'est sa capacité administrative. Oui, il voulait virer tous les métaphysiciens, lui. Voilà. Alors, une fois que je dis ça, qu'est-ce que cette révolution industrielle? Ici, je voudrais l'envisager non pas dans, ces manifestations concrètes, mais plutôt dans le bouleversement de l'imaginaire qu'elle a introduit, en me servant encore précisément de l'anthropologie de Pierre Legendre et de l'extension qu'a pu en donner Pierre Musso dans un livre vraiment formidable qui s'intitule La religion industrielle, publié en 2017. Donc un gros volume de 500 ou 600 pages qui revient à cette genèse dans l'histoire de l'Occident de la société industrielle. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est le point de départ pour Legendre, qui s'inspire beaucoup de Harold Bergman, de l'historien de droit Harold Bergman. C'est la situation unique que crée la réforme grégorienne au tournant des XIe et XIIe siècles. Que se passe-t-il à ce moment-là? L'Église se trouve, comme par accident,
en position de force temporelle, face à l'effondrement, à l'effritement de l'Empire, à l'émiettement provoqué par la féodalité. Il se trouve que la seule structure unifiante s'appelle non pas à l'époque Europe, mais bien chrétienté. Et donc, elle est en position de force, mais paradoxalement, elle ne possède pas dans son histoire un patrimoine normatif qui lui permettrait d'imposer ou de gouverner par des codes. C'est-à-dire qu'elle a la légitimité spirituelle, mais est dépourvue des normes temporelles pour exercer le pouvoir. Et le coup de génie donc, de Grégoire VII et des premiers universitaires de l'université de Bologne, les juristes de Bologne, dont le fameux Gratien, ça va être d'exhumer le droit romain pour s'en servir dans le cadre d'une spiritualité chrétienne. Ce qui donnera naissance donc au droit canon, qui sera le modèle du droit civil des futurs États-nations. Mais cette situation est unique, pourquoi? Parce qu'elle crée une rupture entre le domaine de la légitimité et celui de la normativité. Quand vous lisez l'Ancien Testament ou quand vous lisez le Coran, il n'y a pas d'écart entre la légitimité, donc la croyance en Dieu ou en Allah, et la normativité, les préceptes qu'il faut suivre, et donc par exemple les commandements de Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'écart, les deux sont liés. Et la normativité s'appuie sur la légitimité. Or là, il n'y a pas de lien direct dans le droit canon entre la légitimité chrétienne et le droit romain. Et donc là, se crée ce que Pierre Legendre appelait une schise, c'est-à-dire un hiatus, si vous voulez, entre légitimité et normativité. Et ce hiatus est à l'origine de l'historicité des sociétés européennes, c'est-à-dire le fait qu'elles vont changer plus vite que les autres. Pourquoi? Parce que cette désolidarisation de la légitimité et de la normativité va permettre à chacun des pôles d'évoluer de son côté. Et à Dieu succède l'État comme pôle de référence, ou la souveraineté, si vous voulez, et à la souveraineté va succéder l'efficacité. Et à chaque fois, les normes changent. C'est-à-dire qu'on aura le droit canon, le droit civil, la science, le management. Et l'institution qui fait le pont entre ces deux pôles, elle également évolue, l'Église, l'État, l'entreprise. Ça, c'est la dynamique occidentale et qui conduit de la réforme grégorienne jusqu'à la société industrielle, qui se caractérise donc par ce fait inouï que la nouvelle croyance dominante sera l'efficacité, ce que les Américains appellent efficiency et qu'on appelle aujourd'hui performance. Alors on le voit, on l'observe empiriquement au fait qu'on nous demande d'être performant au travail. D'ailleurs, que même dans le cas du travail, la performance doit être économique, sociale et écologique. Mais la performance, elle est sportive, elle est alimentaire, elle est scolaire, elle est sexuelle, etc. Vous voyez, on peut comme ça empiriquement saisir ce que cela signifie que l'efficacité soit devenue notre référence avec un R majuscule. Mais l'organisation ou l'institution qui porte cette croyance n'est autre que l'entreprise, parce que c'est le lieu où s'élaborent les méthodes même de l'efficacité. Et c'est ce qui explique que l'entreprise soit devenue le modèle à imiter, non seulement pour comment dire, les institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également pour les associations, mais également pour les familles et pour chacun de nous en tant qu'individus qui gérons notre vie. Et je ne choisis pas évidemment cette expression au hasard et qui avons besoin parfois de temps pour faire le bilan et qui réclamons des accompagnements, vous voyez, etc., des coachings, on y reviendra tout à l'heure. Etc. Et dans les entreprises, comment s'appelle l'ensemble des techniques qui permettent d'atteindre l'efficacité? Précisément, management. Donc le management, finalement, est l'héritier ou le petit-fils du droit romain que l'Église avait décontextualisé pour s'en servir comme technique de gouvernement des populations. Donc voilà un petit peu la genèse. Alors, au XIXe siècle, il est vrai que le modèle du management repose encore sur les acquis de la science de l'époque. Et on va faire beaucoup appel à Newton et à la cinétique, donc à la science du mouvement. Et tout le taylorisme consistera à la fin 19e, début 20e siècle
à systématiser les pratiques du XIXe siècle qui consistent à accélérer la cadence, jusqu'au point culminant de l'invention par Ford, ou en tout cas de l'importation par Ford dans ses usines de la ligne d'assemblage. C'est la création du travail à la chaîne dont il Il avait a pris dans les abattoirs. voilà, dont il avait l'idée en visitant les abattoirs de Chicago en 1913. Né sous le signe des abattoirs. Exactement. Alors, dans cette histoire, il y a une période particulière sur laquelle je me suis penché parce que c'est une étape décisive. Non pas un changement de société, mais une étape décisive dans l'histoire de la société industrielle. Et cette étape décisive, c'est la cybernétique, science ou métascience, comme disent certains, qui naît au milieu des années 40 dans les conférences Macy. Les grands scientifiques de renom sont réunis autour de même table par le gouvernement américain, dans un premier temps pendant l'effort de guerre, 1942, puis après chacun est reparti à ses occupations, mais ces conférences ont été renouvelées après la guerre de 1946 à 1953. Et c'est à ce moment-là que naît le concept d'information. Et donc, à ce moment-là que tout doucement, les sociétés vont être lancées dans le grand bain de l'information, de la connaissance, du savoir, en tout cas conceptuellement. Peut-être que la réalité viendra 2-3 décennies plus tard. Alors, c'est important ici de préciser que l'information, la communication ou l'organisation, je vais y venir, sont entendus dans un sens scientifique. Ce sont des concepts. Et ce ne sont pas des mots familiers ou courants. Parce que quand on parle d'organisation, c'est vrai que nous en parlons depuis tout à l'heure, on pourrait ouvrir le dictionnaire et voir mise en ordre, arrangement, etc. Et se dire, oui, mais toutes les sociétés se sont organisées. Ce qui en soi ne peut être contredit, ce n'est pas falsifiable, dirait Popper, donc c'est faux. Donc il convient de préciser le sens scientifique de tous ces concepts que j'utilise. Alors, l'organisation a une histoire liée à l'émergence de la biologie moderne, qui là aussi apparaît au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. On quitte ce qu'on appelait l'histoire naturelle, qui consistait, disons, à classer le vivant en fonction des apparences, je vais dire très schématiquement, et à les inscrire dans une certaine providence, d'une façon ou d'une autre. On quitte ce registre donc, de l'histoire naturelle pour entrer dans celui de la biologie, qui est l'étude du fonctionnement des organismes. Vous voyez, le regard va se pencher sur l'intérieur cette fois-ci. Et nous avons eu d'ailleurs en France des grands noms de la biologie comme Lamarck, comme Cuvier, bon, etc. Et très vite, très rapidement, et j'utilise le terme organisation. Il faut lire la philosophie zoologique de Lamarck pour s'en rendre compte. Vraiment, presque toutes les pages, il y a le mot organisation pour décrire le vivant. Et Lamarck fait la différence entre les corps bruts et les corps organisés. Et le corps organisé se caractérise par l'interdépendance d'éléments orientés vers une finalité. Autrement dit, on a déjà à ce moment-là la définition de ce qu'on appellera bien plus tard un système, dans la théorie des systèmes, dans les approches systémiques. Et, fait notable, Saint-Simon, qui était avant tout un encyclopédiste, il rêvait de réécrire l'encyclopédie des Lumières, donc celle de Diderot et d'Alembert, avec les derniers acquis de la science de son temps, a transporté, c'est le cas de le dire, cette métaphore, parce que la métaphore est un transport, du registre biologique vers le registre social, pour la première fois, donc, penser la société comme une organisation, c'est-à-dire un lieu où les éléments sont interdépendants, orientés vers une finalité, c'est-à-dire la création de richesse, et où cette interdépendance se caractérise par la circulation et l'imaginaire du flux, hein, qui naît à cette époque, déjà, sous l'influence notamment en 1628 de la découverte de la circulation sanguine par Harvey, qui a totalement bouleversé l'imaginaire des scientifiques. Et le temps que cet imaginaire se répande, on va dire, côté social, on arrive à Saint-Simon. Bon, on a là l'organisation. Mais ce que la cybernétique va apporter donc, au mi-temps donc, du XXe siècle, c'est l'association
de ce concept de système, organisation, prenons-les si vous voulez bien comme synonyme à présent, avec l'information. L'information étant ici à relier avec la logique ou l'algèbre de Boole. La cybernétique est l'héritière pour, on va dire, ses racines philosophiques du cercle de Vienne, de la philosophie de Wittgenstein, en deçà de Whitehead, de Russell, de Frege, et en deçà de tout ce qu'on appelle la logique propositionnelle moderne, qui consiste, là je vais simplifier parce que je ne suis pas non plus un expert en la matière, mais qui consiste à vouloir formaliser le langage afin d'éliminer tout sens métaphysique qui serait justement un non-sens. Et donc on va trouver des théories purement logiques, d'autres plus matérialistes, etc. Bon, peu importe. Et donc l'idée est la suivante, une organisation, c'est un système d'éléments interdépendants qui vit du traitement de l'information. Autrement dit, une organisation capte de l'information de son environnement, qu'elle traite de manière efficace si elle veut survivre. Donc, on voit bien aussi l'arrière-fond darwinien ici, hein, l'articulation efficacité-survie. Et donc, agit en s'adaptant aux conditions de son environnement, en ayant traité l'information de façon efficace. Donc, on est bien là en plein cognitivisme, hein, c'est-à-dire l'importance du traitement de l'information. Et ce traitement suit une série d'étapes qu'on retrouve dans ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, ou autrement dit, en anglais, un feedback, hein, dont on parle beaucoup en management également. Par exemple, quand on dit que la reconnaissance du travailleur passe par le feedback de son manager. Qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? C'est à un niveau macro, on peut dire, vu de surplomb, la substitution de la causalité circulaire à la causalité linéaire. Les cybernéticiens vont dire que la science des modernes, celle de Newton, de Galilée, etc., est caractérisée par une causalité efficiente. Si je reprends la terminologie d'Aristote, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui produit un effet. Et ça s'arrête à ce moment-là. C'est d'ailleurs sous ce schéma-là qu'était envisagée la rationalité instrumentale par les économistes ou même par Max Weber, donc avant la cybernétique. Hein, moyen, fin. Moyen, fin, cause, effet. La causalité circulaire, elle, réintègre l'effet dans la cause. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement? Une boucle de rétroaction, c'est l'enchaînement de 4 étapes. L'émission d'une finalité, par exemple un programme génétique, hein, ou un code génétique, mais également les directives d'un manager. Vous voyez, ça se transpose très bien. Deuxièmement, le déclenchement d'une action ou d'un ensemble d'actions, synthèse protéique, régulation de la température du corps, etc. Ou alors un recrutement, un plan de formation, ou même une action productive sur une ligne d'assemblage, comme je le disais chez Ford tout à l'heure. Et ce qu'introduit la cybernétique, qui est vraiment absolument génial d'un point de vue théorique, c'est l'évaluation, non pas a posteriori, donc après l'action, mais au cours de l'action, pour pouvoir analyser les écarts et proposer, dernière phase de la boucle de rétroaction, des actions correctives. Et cette boucle ne cesse de tourner dans le but de tourner de plus en plus vite et donc d'atteindre de plus en plus vite les objectifs qui se nomment performance. Donc c'est pour ça que la notion de temporalité est au cœur de la performance. De toute façon, comme disait Marx, aujourd'hui, on n'a plus rien à gagner dans l'espace. On peut y accéder tellement vite. Il n'avait pas connu Internet quand il disait ça. Tout se joue dans le domaine temporel. Et donc, à chaque fois que j'utilisais le mot organisation depuis le début de notre entretien, en fait, je faisais référence à l'introduction de la boucle de rétroaction qui fonde de nombreuses pratiques de management. Je vais en donner quelques exemples. Donc, à l'introduction de cette boucle de rétroaction dans les institutions. Et on voit bien que cette boucle de rétroaction évolue sur un seul plan immanent et ce qu'elle recherche est une fluidité. C'est pour ça que je parlais
de court-circuit tout à l'heure, hein, et donc de démédiation, parce que la démédiation, le fait d'éviter les intermédiaires, permet de gagner du temps, donc possiblement d'être plus performant. Alors, quelques outils pour que ce soit concret, si parmi vos éditeurs, nous avons des gens qui travaillent dans des organisations, l'amélioration continue, typiquement, le PDCA, qui est donc la route Deming, qui est un outil fondamental dans l'amélioration continue et directement hérité cette boucle de rétroaction, tout ce qui est management des connaissances, évidemment tous les systèmes d'information, hein, qui sont les capteurs de l'organisation, mais également de plus en plus, avec le développement des algorithmes, le traitement de l'information. Tous les processus d'évaluation qu'on trouve en ressources humaines rentrent dans cette boucle de rétroaction. Il s'agit de savoir où on en est à l'instant T par rapport à ce qui est désiré pour ajuster le tir. Et donc, ma thèse, celle que je défends dans mes articles et mes livres, c'est que l'ensemble du management contemporain provient, en tout cas dans ses concepts et dans ses pratiques, de cette révolution cybernétique. Donc, si je récapitule, le management est né avec la société industrielle, mais il a connu une mutation décisive avec la cybernétique et la naissance de la notion d'information, mutation qui aujourd'hui ne laisse pas de faire effet sur le management contemporain. Voilà, donc le lien performance, management, organisation, comme vous me l'aviez demandé. Justement, ces fameuses actions correctives, vous dites que l'effondrement symbolique de l'autorité a pour corollaire le recours à des méthodes de soft power dans lesquelles le pouvoir ne s'exerce qu'indirectement. Et du coup, ça vous permettra de revenir sur votre thèse, je crois, sur le coaching, et justement le rôle du coaching qui est cette espèce de réenrôlement permanent à l'intérieur de cette espèce de boucle circulaire cybernétique et ces fameuses, ce qu'il faut le notifier aux auditeurs, les boucles de rétroaction se nomment, enfin les ingénieurs les appellent boucles d'asservissement. Oui. Ce qui, pour un non-ingénieur, qui transpose ça assez rapidement grâce à vos livres dans la sphère de la vie, est tout de suite très effrayant, parce qu'on se dit, boucle d'asservissement, tiens, les fameuses heures les moins éclairées peuvent revenir, mais donc je vais vous laisser développer sur le coaching. Oui, on parle encore de cerveau-mécanisme aussi, comme synonyme de boucle d'asservissement, mais le terme a ceci de précieux, vous avez raison de faire cette remarque, qu'il montre que toute action est asservie à la finalité. Et c'est important parce qu'on voit bien comment ici l'utilitarisme est poussé à un degré qu'il n'avait jamais atteint. Il a enfin une réalité ou une déclinaison méthodologique, même opérationnelle, à travers tous les outils qui se mettent en place à partir de ce modèle. Le but, c'est que soit éliminé, évincé, dirait notre ministre de l'Éducation, toute action qui n'irait pas dans le sens de l'objectif. Donc on se trouve là face à un arasement, oui, une élimination, une opération de tri de l'action humaine, où le moindre de nos gestes, et même surtout aujourd'hui de nos pensées, on va y revenir avec le coaching, doit être aligné. Là, je reprends le terme d'alignement à Frédéric Lordon, qui avait écrit un beau livre, je crois que c'était en 2009, sur L'alignement du désir. Capitalisme, désir et servitude, dans lequel il montre très bien que le capitalisme contemporain fonctionne sur l'alignement des désirs des collaborateurs sur celui des organisations. Bon. Donc la boucle de rétroaction, en fait, est le modèle qui donne chair à cet alignement ou à cette orientation, cette captation, dirait Stigler, des désirs. Donc oui, boucle d'asservissement. Vous me posiez la question du coaching. Alors la première chose, c'est que au-delà des échos conceptuels qu'on va trouver entre les uns et les autres, il faut dire qu'il y a des liens généalogiques qui s'établissent entre la cybernétique et le coaching. Je n'ai pas cité de cybernéticien tout à l'heure parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais bon, on trouve tout d'abord Norbert Wiener, mathématicien, et à qui on doit le terme même de cybernétique. Très lié à Norbert Wiener, Gregory Bateson, l'anthropologue Gregory Bateson, qui fut l'époux de Margaret Mead, elle aussi assez
célèbres dans le domaine de l'anthropologie. Et alors Bateson a un parcours de vie fantastique, travaillant pour l'ESS, la CIA, mettant en application toutes ces théories d'anthropologie dans la propagande, en Asie, enfin, un parcours vraiment atypique et passionnant. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il va se trouver au début des années 50 à l'origine du MRI, le Mental Research Institute, qui deviendra plus tard l'école de Palo Alto. Donc, on se développera notamment sous l'influence de Václavic. Alors, ils sont plusieurs, mais on retient beaucoup le nom de Paul Václavic. Toute la théorie de la communication non verbale, qui aura une influence décisive sur le coaching. Et on retrouve après ce même Bateson fréquentant les fondateurs du Nouvel Âge au début des années 60 sur la côte californienne à Esalen. Donc, c'est l'Institut Esalen qui représente, en tout cas en Amérique, parce qu'il y a aussi une floraison en Écosse, et donc l'émergence du New Age aux côtés de Abraham Maslow, de Carl Rogers et d'autres figures. Et Murphy, qui est l'un des fondateurs, d'ailleurs, définissait le New Age comme l'alliance de la spiritualité et de la science la plus avancée, la cybernétique. Il le définissait lui-même comme de la façon suivante. Et dans cet institut Esalen vont venir s'installer, alors soit provisoirement, soit durablement, les fondateurs de la programmation neurolinguistique, Bandler et Grinder, comment s'appelle-t-il, Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Lui, n'est pas à Esalen, mais il habitait juste à côté. Il y a eu des interactions. Fritz Perls, qui lui a créé la Gestalt thérapie au début des années 50, était résident permanent à l'Institut Esalen. Et quand je dis PNL, AT et Gestalt, on a là, en tout cas pour les coachs des années 2000, parce que ces techniques maintenant restent grosso modo les mêmes, mais on les a rebaptisées, par exemple ProcessCom. Eh bien, on trouve là vraiment les trois pratiques principales, avec l'hypnose érectionnelle. Erickson aussi, lui, avait des liens avec Esalen. Donc, on trouve les pratiques principales des coachs. Et donc, il y a un lien, vous voyez, qui court de la cybernétique à l'école de Palo Alto, au New Age, et plus tard, donc, au développement personnel, qui, quand il gagnera l'entreprise, se professionnalisera, deviendra donc coaching. Alors, ça, c'est pour la partie, on va dire, généalogique. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour mieux appréhender cette question du coaching. La boucle de rétroaction, telle que je l'ai présentée, a un postulat très fort qui, à mon sens, est chimérique. C'est celui de l'équivalence ou de la parfaite traductibilité de l'information et l'énergie. Quand je reprends les 4 phases de la boucle de rétroaction, la finalité n'est rien d'autre que de l'émission d'informations. L'action, elle, est une dépense d'énergie. L'évaluation ou le contrôle, les deux sont synonymes, c'est une récolte d'informations. Et l'action correctrice ou corrective, c'est une nouvelle débauche d'énergie. Autrement dit, on alterne les phases d'abstraction et de réalité. Et la boucle présuppose que toutes ces phases, finalement, qu'il n'y a pas de perte, pas d'entropie, si j'utilise le vocabulaire approprié. Or, cela me semble impossible. C'est impossible parce que ça fait fi de toutes les situations concrètes face auxquelles peut se trouver un travailleur. Ça fait fi de l'incomplétude de l'information. Il n'y a pas d'information qui puisse recouvrir entièrement une situation de travail, mais même une situation, je veux dire, vécue de la vie de tous les jours, pas forcément d'ailleurs au travail. Et ce qui fait que donc il y a un hiatus nécessaire d'ailleurs, même en philosophie, quand on fait de l'abstraction, on sait bien qu'on généralise et que tous les cas particuliers ne rentrent pas sous le coup de la généralisation. Et une fois qu'on a généralisé, on peut justement s'attaquer au cas particulier. Mais le problème, c'est que cette boucle continue et qu'il va y avoir un prélèvement d'informations sur l'action effectuée, et souvent dans des indicateurs. Mais les indicateurs vont représenter une certaine partie de l'action qui a été effectuée. Il va laisser de côté un tas de choses. Par exemple, l'aide que mon collègue va me donner, qui pourtant est si importante pour le lien social au travail,
ben celle-là, elle ne va pas rentrer dans les indicateurs. Bon, et plein d'autres choses. Et c'est à partir de ce prélèvement d'informations qu'on va décider des nouvelles actions, des actions correctrices. Et plus la boucle tourne, plus l'écart entre l'information et l'énergie va se creuser. Autrement dit, plus l'écart entre le travail prescrit par la technostructure, donc bureau des méthodes ou service qualité, ressources humaines, contrôle de gestion, ce qu'on appelle technostructure, et le travail réel, que ce soit de la dépense énergétique par le corps ou par le cerveau, va se creuser. Et donc, ce modèle est voué à l'échec, en fait, comme ontologiquement voué à l'échec. Mais pour repousser l'échec, eh bien, on crée tout un tas de pansements, si vous voulez, pour retarder le moment fatidique. L'entropie finale, la disparition de l'organisation due à ce creusement, cet écart grandissant entre l'abstraction et la réalité. Et parmi ces pansements, ces sparadraps ou ces prothèses, eh ben, on va trouver le coaching. Alors, on va trouver des prothèses organisationnelles, hein, mettre en place un système d'information, par exemple, pour que l'information soit fluidifiée, la circulation de l'information soit fluidifiée. On va trouver des prothèses au niveau des équipes. Et donc, on va former les managers à des postures managériales ou à des techniques de management, etc. Et puis, on va trouver des prothèses individuelles. Bon, je ne sais pas si mon inventaire est complet, mais il a l'avantage, je pense, d'être pédagogique. Et parmi ces prothèses individuelles, eh ben, on va trouver le coaching, c'est-à-dire l'accompagnement, qui consiste à partir, vous avez raison de le signaler, d'un contrat tripartite, c'est-à-dire qui lie l'entreprise, le coach et le coaché, à mettre en œuvre un ensemble de méthodes pour parvenir à des objectifs. Donc, dans tout contrat de coaching, les objectifs sont prédéfinis. Et donc, on voit bien ici qu'il y a déjà un asservissement, puisque si l'entreprise fait partie des signataires, on se doute bien que les objectifs sont les siens. Mais les ressources appartiennent, alors ça c'est un terme qui est fondamental dans le nouvel âge et le développement personnel, appartiennent au potentiel du salarié. Alors salarié, c'est peut-être pas le terme managérialement correct, en fait, du collaborateur. Parce qu'on ne coach pas le salarié, on coach les collaborateurs. C'est assez différent. C'est plus horizontal. C'est effectivement, on voit bien qu'il y a on ne fait pas allusion au contrat de subordination qui est ce contrat de travail quand on parle de collaborateur et qu'on évite le mot salarié. Donc, il s'agit d'exploiter les ressources du collaborateur, de lever ses freins, on parle de lever les croyances limitantes, afin qu'il soit plus performant et qu'il se sente mieux. Alors là, c'est important, c'est que on joue sur les deux tableaux, ici aussi avec des postulats très forts, que le bien-être enclenche la performance et que la performance entretient le bien-être. Ça, c'est ce que j'appellerais le cercle vertueux de l'utilitarisme. Parce que chez Bentham, déjà, qui est quand même l'un des pionniers de l'utilitarisme, on trouve la distinction entre l'utilité objective et l'utilité subjective. Ça, c'est un fait qui a particulièrement été soulevé par Alain Caillé, qui est l'un des principaux artisans du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales et qui a promu toutes les approches de don et contre-don. Donc, je fais référence au mouvement qui s'appelle MOS et à la revue associée, la revue du MOS. Eh bien, chez Bentham, l'utilité objective renvoie, ce que je pourrais appeler un retour sur investissement pour être un petit peu caricatural, c'est-à-dire que j'agis si j'obtiens un gain matériel, donc ça va se chiffrer pour une entreprise en part de marché, en croissance de part de marché, de chiffre d'affaires, si je suis du côté des ressources humaines, en baisse de turnover, fidélisation, etc. Mais après ça, il y a l'utilité subjective qui résulte d'une arithmétique des plaisirs, c'est-à-dire la différence qui est effectuée entre la somme des plaisirs engagés par une action et la somme des douleurs engagées par cette même action. Si la différence est positive, alors j'agis. Si négative, je n'agis pas. Donc, vous voyez là, il y a la réduction, on va dire, du bonheur au bien-être et au plaisir quantifiable. Même si c'est subjectif, c'est quantifiable.
Et donc, dans le coaching, mais également dans d'autres pratiques contemporaines, comme la qualité de vie au travail, ce genre de courant, eh ben, on trouve une tentative assez poussée, parce qu'elle repose quand même sur beaucoup d'acquis de sciences humaines, pour concilier ces deux versions de l'utilitarisme, et donc développer à la fois la performance et le bien-être. Essayer d'engager un cercle vertueux entre les deux. Mais vous allez me dire, mais pourquoi avoir recours à un tiers extérieur pour développer le potentiel d'individu? Et là, je dirais que la réponse est liée à l'avènement de la postmodernité. La postmodernité, nous dit Jean-François Lyotard dans un livre qui a fait date, qui s'intitule La condition postmoderne, publié en 1979, année de ma naissance. Vous voyez, je suis un enfant de la postmodernité. Eh bien, c'est l'effacement, donc c'est la fin des grands récits. On retient généralement cette expression, la fin des grands récits, mais plus loin, il dit c'est l'effacement des pôles de stabilité de la modernité qui n'ont pas encore été remplacés. Et il citait État, famille, etc. Alors, cela signifie en d'autres termes, les grands récits comme le communisme, comme l'État républicain, avec l'école de la Troisième République, comme même le libéralisme, au sens strict du terme. Tous ces récits qui ont structuré la modernité étaient portés par des incarnations, par des figures d'incarnation. Par exemple, dans le marxisme, le parti, l'instituteur pour la Troisième République. Et l'effondrement des grands récits mène donc à la crise de l'autorité, puisque les récits ne légitiment plus l'autorité des figures d'incarnation. Autrement dit, celui qui était le patron dans une entreprise se trouve délégitimé parce qu'il n'y a plus ce grand récit de la croissance économique ou du compromis fordiste, c'est-à-dire la répartition des bénéfices entre patronat et salariat. Donc l'entreprise a un gros problème. Hein. Alors on peut le dire symboliquement à partir de mai 68, même si c'est vraiment symboliquement. Il devient interdit d'interdire, mais interdit d'ordonner, de donner des ordres. Or, l'entreprise a marché pendant 150 ans sur le fait, alors même si, attention, ce n'était pas dans la doctrine du management qui, dès le début, apprenait des relations très horizontales et de proximité. Hein, donc il y avait un décalage entre le corpus théorique et la réalité anthropologique. Mais donc, on se retrouve dans les 60, 70, avec des patrons qui deviennent des managers. Là aussi, l'évolution est significative, ou des chefs qui deviennent managers, c'est-à-dire qu'ils deviennent impuissants à donner des ordres. Il fallait bien trouver d'autres moyens de faire faire aux collaborateurs, aux salariés devenus collaborateurs, ce qu'il ne ferait pas lui-même. Hein, parce que c'est bien ça quand même. C'est-à-dire que je prête comment dire, ma force de travail, enfin je vends ma force de travail et vous me rémunérez, mais je ne vais pas tout faire moi-même, il faut que vous me donniez des ordres, parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Bon. Et là, c'est plus possible. Donc il va falloir trouver d'autres techniques de gouvernement. Et elles vont passer par des techniques d'intériorisation des normes et des buts de l'organisation. Alors, il y en a un tas. Hein. Je vous en cite une, la culture d'entreprise, la culture d'organisation, où on essaye par des chartes, par des grands messes, etc., de faire intérioriser les normes de l'organisation aux collaborateurs. Il y en a un tas d'autres, mais celle qui nous intéresse ici, c'est le coaching. C'est-à-dire que la hiérarchie s'efface de l'interaction entre le coach et le coaché, parce qu'il n'est pas là pendant la séance de coaching, mais tout le processus consiste à ne absolument pas négocier les objectifs qui sont en jeu, puisqu'ils ont été posés dans le contrat, mais de trouver les moyens de les atteindre. Et le coaché, le rôle du coach, c'est souvent dans les livres, enfin, pas souvent, tout le temps, dans les livres de coaching ou dans les formations de coaching, j'ai fait une formation de coaching dans le cadre de ma thèse, on apprend que le coach n'est pas un conseiller, n'est pas un consultant. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas pour proposer du contenu ou des solutions. Il est là pour aider le coaché à trouver lui-même la solution. Donc il y a un impératif dans la séance de coaching qui prend la forme d'une pression folle parce qu'on est sommé
par le jeu de l'effet miroir, par le jeu des re-questionnements, par le jeu de tous les outils qui sont déployés, on est sommé de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont posés par l'organisation qui est absente pourtant de l'interaction entre le coach et le coach. Et donc c'est par ce phénomène-là qu'on va, pour l'accompagnement, procéder à l'intériorisation des normes de l'organisation. Mais justement, on pourrait vous rétorquer, mais enfin, il y a d'autres modes de management, celui que vous décrivez, l'intériorisation de cette doctrine de la performance. On pourrait vous dire, mais moi je fais du management chrétien, moi je fais du management bouddhique, moi je fais du management... parce que pour l'entretien, on a fait des recherches, on a découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes de management, il y a tous les managements possibles. Justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent vous dire, mais moi, dans mon entreprise, euh, mon mode de management est plus humain, plus altruiste, plus gentil, plus... Qu'est-ce qui, justement, quelle est cette part maudite qui reste tout le temps, peu importe le mode de management que l'entreprise utilise? J'entrevois deux axes de réponse à votre question. Le premier axe est comment dire, bien d'un raisonnement logique, mais qui a des conséquences politiques, anthropologiques plus importantes. On assimile trop souvent aujourd'hui dans l'opinion publique, mais également à l'université, dans les écoles de commerce, on assimile tout acte de responsabilité à du management. Mais je suis responsable d'équipe, donc je suis manager. Et il me semble qu'il y a là une équation qui est plus que problématique. Elle est même fausse. Alors, pourquoi et quelles sont les conséquences de ce que je viens de dire? J'affirme que le management est une modalité spécifique d'exercice de responsabilité au travail. Donc le management ne recouvre pas l'ensemble des possibilités qui nous seraient offertes d'assumer des responsabilités, c'est-à-dire de prendre des décisions, de conduire une équipe, etc. C'est une modalité américaine. Il faut quand même revenir là-dessus. C'est que les origines du management sont clairement du côté des États-Unis, avec tout un arrière-fond religieux que j'ai pu mettre en évidence dans mes différents travaux. Deux, c'est une modalité technoscientifique. Il s'agit d'une somme de connaissances sur le comportement des hommes au travail et la façon d'amener ces comportements comme paramètres, si vous voulez, on voit que c'est assez déshumanisant dès le premier abord, d'amener ces comportements vers une coopération efficace. Donc se pose ici la question, très actuelle en période de pandémie, peut-on laisser le soin à la science ou à la technoscience d'assumer des responsabilités politiques? Bon. Et trois, cette modalité américaine et technoscientifique a en premier lieu pour objet le désir humain. Autrement dit, les connaissances technoscientifiques sont celles principalement issues de la psychologie sociale, de la psychologie industrielle, de la sociologie des organisations et de ce qu'on appelle en France les sciences de gestion, qui étudient les déterminants du comportement. Je prends un exemple pour être très clair, on va étudier le concept d'implication organisationnelle. On va dire, voilà, il y a différentes dimensions, il y a dimension affective, normative, calculée. Quels sont les déterminants de chaque dimension? Et dans quel cas, quelle dimension faut-il développer pour que le salarié ou le collaborateur soit le plus performant possible? Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans du behaviorisme, dans les sciences cognitives, qui sont une extension du behaviorisme. Mais alors, pourquoi j'insiste sur le désir? Parce qu'on ne s'adresse pas à la raison, c'est-à-dire à la dignité du salarié. Ça, c'est un point qui est capital. C'est-à-dire qu'on les prend pour au mieux pour des enfants, au pire pour des paramètres à ajuster. Donc, management américain, technoscientifique,
désir humain. Et ce modèle-là est valable pour les théoriciens du management depuis le début, hein, Taylor, Mayo, etc. Non seulement pour l'atelier, le bureau ou l'entreprise, mais à un niveau civilisationnel. C'est important, c'est que le management a une portée dès le départ, hein, dès Saint-Simon d'ailleurs, qui rêvait d'une constitution européenne. Saint-Simon rêvait de présenter une constitution industrielle, selon ces termes. Une constitution industrielle. Antinomique d'ailleurs. Oui, selon la dichotomie que j'ai dressée entre l'organisation et l'institution, en insistant sur la racine indo-européenne, manifestement, il y a là un oxymore. Bon, ce type donc, de responsabilité, d'exercice de responsabilité et d'organisation du travail spécifique qu'on appelle le management est aujourd'hui le modèle dominant. Et c'est ce modèle-là qui est enseigné dans les écoles de commerce, dans les universités, à partir de manuels rédigés par des enseignants-chercheurs et à partir d'une somme astronomique de connaissances scientifiques qu'on trouve dans des revues académiques. Voilà. Donc, quand je fais référence au management, je parle de ça, très précisément. Et assurément, c'est le modèle dominant parce que quand on forme un étudiant sur 5 au management dans le monde occidental aujourd'hui, ben nécessairement, il y a un effet performatif qui s'ensuit. C'est-à-dire que la connaissance se transforme en action. Pour moi, c'est assez clair. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que du management dans nos organisations, particulièrement en France, parce que nous avons justement un ensemble de traditions héritées de l'administration, de l'armée, de l'Église, héritées des corporations, etc., qui continuent à alimenter nos façons d'être, de moins en moins. Et elles continuent. Et donc, on se trouve dans des situations de décalage entre ce qui est enseigné, entre ce qui est, public par le fait des médias et puis de tous ces magazines de vulgarisation, et ce qui peut se produire, ce qu'on pourrait appeler des situations de travail ou des situations de gestion. Ce décalage, à mon sens, et ça je pense être presque l'un des seuls à le dire, il est d'abord anthropologique. C'est la rencontre de la civilisation américaine avec la civilisation française. Ce n'est pas une question de résistance au changement, comme on entend trop souvent. Les Gaulois réfractaires. Voilà, exactement. Bon, alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on circonscrit de façon précise ce qu'est le management, alors on peut se permettre d'envisager d'autres modalités d'exercice des responsabilités qui, par exemple, feraient appel à la culture générale, à l'honnête homme, vous voyez, à la rhétorique. Parler de la ménagerie aussi. À toute la tradition de la ménagerie, effectivement. Bien. En revanche, quand on n'a que le mot management à la bouche et qu'on l'utilise pour recouvrir toutes les réalités d'une organisation, alors on va être contraint de penser en termes d'alter-management. C'est-à-dire qu'on va chercher un management autre et non pas l'autre du management. Et parmi les managements autres, on va dire, moi, c'est celui de la bienveillance, inspiré, vous me disiez tout à l'heure, de Bouddha, inspiré du Christ, inspiré alors, de Gandhi. Alors oui, ça, la non-violence, par exemple, vous voyez. Et d'autres vont dire, moi, je vais rechercher un management du côté de l'écologie, donc un management responsable, écologiquement responsable ou soutenable. Et en fait, quand on tombe dans le piège on va dire, quasi impérialiste que nous tend le management dans le langage même, à savoir recouvrir toute réalité du travail par le mot management, eh bien, on est condamné à multiplier les adjectifs pour trouver d'alternatives sans s'intéresser au fond de la chose. C'est-à-dire qu'on pourra trouver des alternatives au management quand on quittera l'archi-modèle de la boucle de rétroaction qui fonde les concepts et les pratiques du management contemporain et véhicule l'imaginaire utilitariste américain. Voilà, l'enjeu, il n'est pas de taille quand, une fois encore, on quitte le seul prisme de l'intérieur de l'organisation, donc le prisme intra-organisationnel, pour constater que le management est en réalité un projet de société
et de civilisation. Alors, civilisation américaine, ce que je qualifierais d'anti-civilisation, pour le coup. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des civilisations pouvant se limiter à la seule dimension de l'utilité. Oui, c'est ce que vous dites. Je crois que c'est chez notre ami Rémi Soulier où vous dites que, en réalité, toute votre œuvre tourne autour d'une seule question qui est: est-ce qu'il peut y avoir une civilisation industrielle? Réponse non. Et vous tournez Oui, beaucoup autour de ça. oui, parce que quand on lit les premiers auteurs de ce qui allait devenir sciences de l'organisation ou sciences de gestion, donc la première partie du XXe siècle, cette dénomination n'existait pas encore. Et pour cause, le concept d'organisation n'avait pas encore été fixé par la cybernétique. Et donc, quand on lit ces auteurs, ils utilisent l'expression civilisation industrielle. Et ça, c'est absolument passionnant, par exemple, de lire Elton Mayo. Elton Mayo, c'est un des classiques du management. C'est-à-dire que même si vous êtes en BTS première année, vous allez entendre parler d'Elton Mayo, l'école de la relation humaine. C'est comment dire, ça a un impact sur la performance si on considère les ouvrières. Et puis il faut jouer sur la dynamique de groupe, le facteur humain. Enfin, tout ça, c'est voilà, un classique. Mais quand on lit Elton Mayo, en fait, on se rend compte que son problème, c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est pas ce qui lui préoccupe. Ce qui lui préoccupe, c'est la boucherie de la Première Guerre mondiale. Comment ça se fait qu'on est arrivé à tant de morts? Et pour lui, c'est un décalage entre l'état avancé de nos technologies qui a été engendré par la société industrielle et nos compétences sociales qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas adaptées. Et donc, le projet de l'école de relations humaines, c'est de réadapter l'homme à son environnement industriel. Autrement dit, de rendre l'homme fonctionnel, hein, si je le dis autrement. Et donc, vous voyez, c'est un projet de civilisation. Parce que derrière, bah, ça veut dire qu'il faut créer tous des organismes de formation. Et puis, quel type de connaissances vont être délivrées? Bah, justement, ceux de la psychologie industrielle, qui sont donc sciences d'organisation ou comportement organisationnel après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est assez vertigineux quand on le prend en fait sous l'angle-là, de voir qu'il y a un projet qui est explicite dès le début chez Saint-Simon, qu'on retrouve Oui. dans les écrits des fondateurs du management, que tout cela est passé sous silence dans tous les manuels de management et de théorie des organisations, dont on se demande d'ailleurs si les auteurs ont lu. Mais même Taylor, d'ailleurs. Ah oui, mais Taylor, la première page des principes du management scientifique est terrible parce que il nous annonce que le management, c'est la réponse au problème de l'environnement. En 1911, c'est la réponse au gaspillage et à la pollution. Et donc, on continue aujourd'hui à dire qu'il faut innover pour lutter contre la pollution, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes raisonnements qui sont à l'origine même de ce gigantesque mouvement de rationalisation qu'est le management. Oui, d'ailleurs, vous parlez d'un point de vue métaphysique, vous parlez de l'insurrection de la fonction contre l'être. Ce qui est d'ailleurs peut-être le propre de la civilisation industrielle. Oui, on pourrait considérer comme synonyme efficacité, utilité, fonction, et peut-être les regrouper sous un terme, j'ai utilisé tout à l'heure un petit peu rapidement, qui serait celui de processus. Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, dit très justement qu'à l'époque moderne, le processus s'est substitué à l'être. Oui. Et donc, le processus, c'est non seulement ce qui bouge tout le temps, ce qui change, ce qui accourt, le devenir en fait, hein, on pourrait dire dans une perspective presque heraclitéenne, mais ce serait un peu court parce que le processus n'a d'existence que parce qu'il permet de relier. Donc ça, c'est l'aspect fluidité et interaction de la société industrielle, de relier un ensemble pour les amener vers un objectif, vers une finalité de façon efficace. Et ça a été, après la cybernétique, un mouvement comment dire, de refonte organisationnelle assez profond. On a changé les outils, par exemple, de contrôle de gestion. On a cessé de les penser par activité, puisqu'on sépare les activités les unes des autres. On va les penser par processus. On va penser processus en marketing. On va penser les processus en système d'information. Et évidemment, c'est un terme qui est au cœur de la qualité totale, et ce qu'on appelle le lean management. Le management maigre parce que précisément, dans cette boucle de rétroaction, on a éliminé toutes les actions qui n'étaient pas utiles. Donc, il reste plus que le squelette de l'action, si vous voulez, celle qui concourt directement à l'efficacité.
ce qui se traduit évidemment par des pertes d'emploi, des coupes dans le budget, etc. Donc oui, fonction, utilité, efficacité, performance, processus, tout cela, ce sont des notions qui sont au cœur de la société industrielle. Et on peut renvoyer nos auditeurs. Vous avez une très belle formule je crois que c'est dans l'ouvrage sur Mattei. Vous dites c'est l'harmonie de l'être contre la rhapsodie des étangs. Et puis vous jouez justement sur les. La C'est un très symphonie. très beau livre d'ailleurs. Oui, c'est la symphonie de l'être. Ah, la symphonie. Excusez-moi. Oui, parce en musique, on oppose la symphonie à la rhapsodie. La symphonie qui est une unité organique, à la rhapsodie qui est une sorte d'arlequin de la musique, puisqu'on on juxtapose, on juxtapose des morceaux les uns à côté des autres sans qu'il y ait un fil directeur, généralement parce qu'ils ne sont pas rattachés à une tonique. On va trouver ça beaucoup dans la musique postmoderne, évidemment. Oui, le fameux dodécaphonisme. Ah, Oui. voilà, Mais exactement. d'ailleurs, ça renvoie directement à votre ouvrage sur la déconstruction, avec fameux Maurice Blanchot, qui est d'ailleurs, je signale, c'est un très très beau livre qui est très, très intéressant à lire. Et je n'ai pas lu cette phrase de Cioran, enfin, je ne l'ai pas lu dans votre livre, mais Cioran disait de Maurice Blanchot, ce qui est bien avec Maurice Blanchot, c'est pour apprendre à taper sur les machines à écrire. On n'est jamais dérangé par le sens. Et du coup, il utilisait Maurice Blanchot pour apprendre à taper sur la machine, Je ne ce qui, connaissais pas effectivement cette à la vue anecdote. des extraits que vous avez mis, ça marche pas mal. C'est dans justement dès le début d'ailleurs, au fondement du management, le volume 1, puis après vous avez repris dans Heidegger et la question du management, et puis après ça parcourt toute votre œuvre, c'est vous parler de l'essence apocalyptique du management. Parce que quand on lit ce terme, on se dit c'est la fin du monde, c'est l'effondrement. Qu'est-ce que vous entendez par apocalypse et qu'est-ce qu'il faudra entendre par l'essence apocalyptique du management? Alors, on pourrait déjà revenir sur l'étymologie de l'apocalypse, qui en grec signifie dévoiler ou révéler. Quand j'ai écrit ça, j'étais encore plus que nourri, on va dire, des terminologies heideggeriennes. Donc c'est vrai que j'avais en tête cette histoire de l'être qui connaît différentes époques selon le mode de donation de l'être et qui s'est caractérisée aujourd'hui par ce que Heidegger nommait la planétarisation. Et ce que je C'est le montre sous-titre de dans, votre livre d'ailleurs. voilà, ce que je montre dans ce livre, c'est que la planétarisation, terme que Heidegger privilégie à celui de mondialisation, puisque la planète est au sens étymologique un astre errant. Ce qui caractérise, c'est le déploiement de l'organisation. Je renvoie au début de notre entretien, mais c'est ce qu'on trouve chez Heidegger, notamment dans une phrase qu'on trouve dans la correspondance avec Hannah Arendt. Néanmoins, je pense qu'on peut peut-être quitter ce giron heideggerien. Ce qui me semble, il y a deux choses qui me semblent ici capitales. C'est, il me semble que nous vivons, alors ça, je reprends ça de Günther Anders notamment, on vit dans le temps d'après. C'est-à-dire que je soutiens que la société industrielle n'a pas construit un montage anthropologique capable d'assurer le principe généalogique. Et je lis cela à l'effondrement, c'est-à-dire à l'impossibilité progressive qu'ont les sociétés développées à atteindre le seuil de renouvellement des générations. Donc je le mets directement avec le fait que l'efficacité soit devenue la croyance ultime, qu'elle n'est pas capable de fournir un sens à notre vie d'être humain, notamment parce qu'elle n'interroge pas le rapport à la mort, elle n'interroge pas le rapport au mal, elle n'interroge pas le rapport à l'altérité, homme-femme, etc. Vous voyez, quand homme-femme, dans le langage de l'utilité ou de l'efficacité, ça s'appelle compétence. La compétence n'est pas sexuelle. Donc, il y a un ensemble de questions fondamentales qui sont évacuées quand l'efficacité devient la référence ultime, qui provoque pour moi l'effondrement. Alors, ça a été tout mon intérêt pour toutes les figures de l'effondrement. Donc, ça prend la forme du vocabulaire apocalypse, effectivement, dans mes premiers livres. Ça prend ensuite la forme d'analyse des mangas qui sont liés au largage de 2 bombes nucléaires au Japon.
Et c'est également l'objet de la déconstruction, parce que la déconstruction, ce n'est rien d'autre que la venue de l'apocalypse quelque part en philosophie, puisqu'il s'agit d'abattre tout l'édifice métaphysique qui a porté notre civilisation et qui me semble être quelque chose comme le summum de cette période néolithique dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a là effectivement un leitmotiv. Je suis convaincu que la catastrophe a déjà eu lieu, que la catastrophe ne prendra pas nécessairement la forme d'un accident, type nucléaire, type viral, etc., mais plutôt d'un épuisement progressif de l'humanité. Et c'est ce qu'on ressent d'ailleurs. Enfin, il me semble que nous ressentons tous cet épuisement progressif. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la cybernétique et le management se joue un phénomène de récapitulation propre à la fin des temps. Et c'est ce qu'on appelle, il me semble que c'est un apax du Nouveau Testament, l'apocatastase. L'apocatastase, c'est la grande récapitulation, comme si tout ce qui avait eu lieu dans le passé surgissait à l'instant de la fin. Et qu'est-ce qu'on voit dans la cybernétique et le management? On voit affluer l'ensemble des connaissances produites. Ça, c'est fantastique parce que la cybernétique s'est constituée comme métascience, je vous le disais, parce qu'elle comptait fournir un cadre unificateur à l'ensemble des connaissances à travers le prisme de l'information. Et donc, parmi les cybernéticiens ou dans la filiation des cybernéticiens, on va trouver des physiciens comme Léon Brillouin, on va trouver des généticiens, on va trouver des psychologues, des anthropologues, des sociologues, bref. Et pour rebondir sur la question précédente, en management, on peut faire feu de tout bois. On peut aller chercher n'importe quelle référence pour essayer d'en tirer quelque chose à propos de l'efficacité. Que ce soit dans les traités militaires, que ce soit dans la musique, faire fonctionner une équipe en harmonie, que ce soit dans l'évangile, que ce soit chez Bouddha. Enfin, bref, alors on peut se moquer de cette plasticité, de la médiocrité intellectuelle qui se reflète généralement de tels ouvrages, mais ce que ça signifie, pour moi, c'est cette gigantesque convergence de l'ensemble du savoir humain dans le management qui, en même temps, est un phénomène de recyclage de ce savoir, je dirais spirituel, mais spéculatif, disons, en savoir utile, en savoir actionnable, comme c'est le terme qu'on utilise en sciences de gestion. Mais allez-y. Oui, c'est pour ça que les sciences de gestion sont passionnantes, parce qu'on est au fond du puits, c'est le désastre absolu, c'est là que se fabrique la crise démographique et la possible extinction de l'humanité, hein, du fait de l'épuisement des croyances, du fait de l'épuisement des raisons de vivre. Mais en même temps, c'est là qu'on voit converger tout le savoir. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, dans ce que je peux évaluer comme article pour des revues scientifiques, parce que je joue un petit peu le jeu de ma communauté, alors, sans exagérer, mais tout de même, je peux voir arriver, par exemple, récemment, j'ai évalué un article qui avait recours à Gaston Lagaffe pour analyser les situations de travail. Ensuite, j'ai vu arriver un article sur Marx. J'ai vu d'autres articles. Et vous voyez, ça peut venir de partout. Il y a des théories sur le changement qui s'inspirent de la théorie du chaos en physique. Enfin, il n'y aurait pas assez de temps pour vous donner. Voilà. Donc, c'est pour ça que les sciences de gestion sont formidables, parce qu'on est au cœur du désastre. Et en même temps, eh ben, ce qui peut nous rester de stimulant au cœur du désastre, c'est un peu la curiosité intellectuelle. Et là, on est au carrefour de ce qui se fait en réalité. Et c'est bien pour ça que tout ce qui est autour des sciences de gestion à l'université est en train de mourir. Parce que c'est fini, c'est le temps d'avant, c'est l'ancien monde. Et voilà. Mais ce qui donne d'ailleurs raison à Heidegger quand on lui avait demandé qu'est-ce qui remplace la métaphysique et qu'il avait répondu la cybernétique. La cybernétique. Ah oui, tout à fait, ça c'est dans son entretien au Spiegel. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'étais très content de voir Jean Baudrillard, surtout dans vos premiers écrits, après il y est moins. Mais parce que moi j'ai toujours senti que Baudrillard était un peu un être, parce qu'il est, en fait, il est un peu par-delà tout ça, il le comprend très bien, mais en même temps il participe quand même. Donc il est assez, je suis très content d'avoir vu ça. C'est un filou, Baudrillard. Oui, exact. Oui, il était dans ses biographies, on sait qu'il a fait des événements absolument délirants à New York, justement avec tous ces cybernéticiens, mais dans les années 2000 où il planait complètement. Mais son livre Amérique, d'ailleurs, est une très bonne ressource pour comprendre une partie de l'Amérique actuelle. C'est un très beau livre. Mais justement,
vu qu'on est tous pris, alors je reprends votre formule qui est absolument géniale, nous sommes tous pris dans la réticularité tentaculaire des raies de la maille organisationnelle. Donc on est pris dans cette espèce de totalitarisme nouveau, qui a une nouvelle forme. Quels seraient vos conseils, parce qu'on est beaucoup de jeunes comme moi et comme beaucoup d'auditeurs, quels seraient vos conseils vos conseils à des jeunes générations qui ont 20 ans, qui justement ont lu vos ouvrages, disent ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va lire Rimbaud dans une forêt. Quel recours aux forêts, en fait, pour reprendre la fameuse phrase? C'est une question qui est difficile, tout d'abord parce que je n'aime pas donner des conseils. Ah, Je ne me sens pas l'âme de quelqu'un qui peut conseiller ni des jeunes, ni, ni personne. ni personne d'ailleurs. Et l'espèce de fil Et, de. et ensuite, parce que la réponse est quand même assez complexe. Vous savez, si on avait une solution, Oui, oui. d'ailleurs, raisonner en termes de solution-problème, c'est encore raisonner d'ailleurs en termes de management et de société industrielle, voyez-vous. Je suis Je pris dirais dans la. deux choses. Je dirais deux choses, mais pas sous forme de conseils, sous forme peut-être d'échappée, mais la première chose, c'est, pour reprendre l'expression d'Olivier Rey, la question de taille. Je pense qu'aujourd'hui, si le travail peut encore avoir un sens, c'est au sein de petits collectifs. Euh, Nécessairement, la taille, la croissance engendre la nécessité de la coordination et donc les techniques de management. Aujourd'hui, c'est le modèle dominant. Je ne crois pas qu'on puisse échapper dans des organisations de grande taille. Voilà. C'est valable d'ailleurs dans le cadre associatif, dans le cadre du travail, dans le cadre amical. Je pourrais le formuler autrement en fait. C'est que là où la croissance explose, meurt la subsidiarité. Voilà. Du fait de certainement à la fois des pratiques de management et de l'expropriation des connaissances vers les systèmes d'information, ou les algorithmes, ou les machines, les automates. Et à la fois, il ne faut pas l'oublier, nous avons aussi nos propres torts à nous, la tradition centralisatrice de la France, qu'on retrouve évidemment dans nos organisations, nos grandes organisations. Donc, je dirais que pour vivre heureux, il faut vivre en petite communauté. Donc, préférer des PME, TPE, plutôt qu'à des grosses entreprises. Et le deuxième point, et comme ça je ferai un clin d'œil à notre ami Juan Asensio, me semble être la question du langage. On n'a pas parlé encore, mais elle est pourtant centrale. Cet écart grandissant que je décrivais entre le travail abstrait et le travail prescrit ou abstrait et le travail réel, l'activité déployée concrètement, se marque notamment par l'incompréhension grandissante entre la technostructure et les salariés. Du fait d'une part comment dire, de la colonisation des organisations par le langage managérial, qui veut tout dire et son contraire, et l'érosion progressive des vocabulaires de métier, justement, sous le coup du jargon managérial. Donc j'ai envie de dire, si il y a un axe de prophylaxie, on va dire, de self-défense, contre le management qu'il faut entretenir, eh bien, je devrais dire alors que le langage est comme un système immunitaire et qu'il nous préserve de l'imaginaire du management. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme qui parle, l'animal qui parle, l'homme, l'animal qui parle, c'est celui qui donne vie au réel dans les mots. Ah ben justement, en parlant de mots, donc on signale encore à nos auditeurs l'excellent dernier livre de Juan Asensio. Et si vous voulez, parce que souvent on entend dans nos milieux, oui, mais c'est la fin, il n'y a plus rien. Si vous voulez lire de la vraie littérature contemporaine parue en 2021,
il faut signaler absolument, il faut que tout le monde se rue sur ce livre, qui est l'architecture de Marien de Falvar, qui est une espèce de monument linguistique et poétique. Donc, on signale à nos auditeurs ce livre. Et enfin, dernière question, et traditionnelle pour le cercle, c'est si la France était un livre, quel serait ce livre pour vous? Alors d'abord, un aveu, c'est que vous m'avez envoyé quelque temps les questions. Je les ai parcourues, je les ai toutes oubliées, je vous l'ai dit tout à l'heure, sauf une, c'est celle-ci, parce que je n'avais pas de réponse spontanée à cette question. Alors j'ai pensé au Curtius sur la France, un classique. Bon, mais je n'étais pas satisfait, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'associe? Je vais faire de l'association spontanée, hein, comme font les coachs. Qu'est-ce que j'associe à la France? Et en fait, j'ai cette idée de civilisation. Et il me semble que l'idée de civilisation tout entière conspire contre l'utilitarisme. Et en France, la civilisation, c'est non seulement un patrimoine d'œuvres. Vous savez, c'est la reine qui avait cette magnifique expression en parlant de la patrie pardon, les œuvres comme la patrie immortelle des hommes mortels. Bon, qui se transmet, c'est évidemment une culture du langage. Il y avait un très beau livre qu'avait coordonné Jean-François Mattei à partir d'un colloque qu'il avait organisé à Nice, qui s'appelle Philosopher en français. Et il y avait de très belles pages sur Montaigne et Pascal. Bon. Mais il m'a semblé, comment dire, un petit peu original d'insister sur le fait que la civilisation française a élaboré un ensemble de modes de vie tout à fait étrangers à l'utilitarisme et même contre l'utilitarisme. Et donc, à partir de ça, j'ai choisi trois petits livres. Trois petits livres parmi toute mon étagère consacrée à l'art de vivre. Le premier, c'est L'Amphitryon d'aujourd'hui, de Maurice Desombio, sous-titré Introduction à la vie gourmande. Alors je vais lire. Oui. Allez-y. Il faut donc que la composition du repas soit harmonieuse. Vous voyez, on retrouve, nous, dans la gastronomie, L'harmonie de l'être. ce que les Grecs, effectivement, voyaient dans le ciel. Le ciel, nous ne peut plus le contempler. Trop d'électricité, trop de réverbères, il faut vraiment quitter les villes. Mais on a encore notre assiette. Bon. Peut-être que le salut à l'Apocalypse est dans l'assiette, voyez-vous. Donc, il faut que la composition du repas soit harmonieuse, ainsi que nous l'avons exposé. Les vins judicieusement choisis, attention, et les convives d'agréable compagnie. Alors c'est important parce que on n'est pas dans le win-win, on n'est pas dans le gagnant-gagnant. Vous voyez, on ne partage pas un repas avec n'importe qui. Donc il y a là, je crois, un savoir-vivre qui est un savoir choisir. Or, dans le monde utilitariste, ce savoir choisir n'existe plus. Et donc je continue ce petit paragraphe. Il y a ce qu'on mange, il y a aussi ce qu'on boit, il y a encore les gens avec qui l'on mange et l'on boit, et cela n'importe pas moins. Donc je crois que un Français, en tout cas qui prétend se rattacher à cette civilisation, ne va pas manger au restaurant avec n'importe qui et n'invite pas n'importe qui à dîner chez soi. Ça, c'était mon premier livre. Il s'ensuit un deuxième. Je resterai peut-être sur ce deuxième. Bon. Il est de Thierry Pacaud. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe. J'aime beaucoup Thierry Pacaud, qui écrit sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur les paysages, sur le luxe. Et là, il a écrit un petit livre qui s'appelle L'art de la sieste. L'art de la sieste. Je vais lire. Ce court essai de Thierry Pacaud, c'est la 4e de couverture, est un plaidoyer pour une maîtrise de l'emploi du temps de chacun par chacun, pour la reconnaissance d'un temps pour rien, mais un rien d'une valeur inestimable, la sieste. Je crois que la civilisation repose sur la valeur du rien, justement. On cherche Günther Anders a des mots magnifiques dans l'observation de l'homme là-dessus. Il faut faire de toute chose une matière première, il faut que tout devienne exploitable. Il ne doit pas y avoir de résidus. Tout Cette doit espèce de être transformé. réquisition du monde. Et là, il y a un temps
incompressible qui ne vaut rien, mais qui vaut plus que tout ce qu'on exploite, et la Ça sieste, parce que bug. c'est un renoncement délibéré à C'est moi l'activité. qui bug. Merde. Un renoncement délibéré à l'activité qui va évidemment à l'encontre de ce qu'on appelle le busyness, c'est-à-dire le fait d'être occupé en permanence. Et donc j'associe l'idée de civilisation française à l'art de se départir de l'utilitarisme, c'est-à-dire aux multiples façons que l'on a de ne pas succomber au joug de l'efficacité. Vous en aviez un troisième, vous vouliez pas le faire? Ah, ça va, ça ira. C'est bon. Parfait. Eh ben, en tout cas, c'est un excellent entretien et on va signaler, on en profite de l'audience, on va signaler cet excellent blog qui se nomme La vie en cube, qui a d'ailleurs, que vous avez des liens avec ce petit blog, qui chronique pas mal de livres autour de la technique. Et donc, il y a les livres de Baptiste Rapin, il y en a d'autres, qui est un excellent petit blog, une petite structure, pas managérialisée, très, très bonne structure. Et on invite encore une fois nos auditeurs à aller, pour la question du langage, sur le blog de Juan Asensio et lire ces grandes notes de lecture. Et c'est absolument fascinant. En tout cas, Baptiste Rapin, c'était un excellent entretien. On vous remercie pour votre Merci à vous. participation. Et puis, bon cours. Enfin, d'ailleurs, ah oui, j'oubliais une petite question. Parce que moi, j'ai lu dans l'ordre chronologique vos ouvrages, mais je suis sûr qu'il y a un meilleur ordre. Est-ce que vous avez un ordre à conseiller pour ceux qui, peut-être commencer par Aurégal et puis revenir, parce qu'Aurégal est petit et il explique mieux. En tout cas, plus simplement. À vrai dire, ça dépend ce qu'on cherche. La première chose, il me semble, mais peut-être mieux placé pour moi que moi pour répondre à cette mais il me semble qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. Premier point. Même le deuxième volume de la théologie de l'organisation peut se lire, somme toute, en n'ayant pas lu le premier volume. Ensuite, il y a ce que recherche le lecteur. Est-ce qu'il veut quelque chose de plus fouillé, qu'il aille effectivement vers la théologie de l'organisation, vers le Heidegger, ou quelque chose de plus pamphlétaire? Dans ce cas, effectivement, il y a Aurégal du management, où il y a très très peu de références. Et en revanche, j'ai essayé de faire un effort de style pour être percutant. Après, il y a des livres thématiques sur la déconstruction, sur les mangas, etc. Et ça, c'est selon l'intérêt du lecteur. Aucun problème. Eh bien, super. Bon, Baptiste Rapin, merci à vous. Et puis, bon courage pour vos prochaines publications. On les suivra et on les partagera au fur et à mesure. Merci beaucoup.